évoqué un nombre important de problèmes, de restrictions aux libertés. Alors, on n'aura pas le temps d'envisager des solutions à toutes ces problématiques, mais le festival nous propose 2 pistes de réflexion. La première qui concernerait le fait d'inscrire le droit à manifester dans la Constitution, puisque toutes les restrictions à la liberté de manifester que vous avez évoquées nous rappellent que ce droit n'est pas au même titre que d'autres inscrits dans la Constitution. Donc, c'est une première piste de réflexion que je vous soumets et et sur lesquelles éventuellement on pourra entendre également nos participants. Et la deuxième piste serait sur le principe d'une réforme pardon, excusez-moi. De l'IGPN. Excusez-moi, j'avais l'IGN en tête, ça ne va pas. De l'IGPN, pardon, pour en faire une institution plus indépendante et plus à même de garantir le droit à manifester. Stéphanie Lalvauché, est-ce que vous voulez commencer sur ces 2 propositions? Alors peut-être surtout sur la première, parce que sur la seconde et sur les questions de violence policière, je crois qu'il y a des personnes beaucoup plus qualifiées que moi ici. Sur l'hypothèse d'une constitutionnalisation de la liberté de manifestation, bon, moi je suis professeur de droit, je ne vais pas dire que ça n'aurait aucune importance ou que ça ne changerait rien du tout de donner une dignité constitutionnelle à cette liberté de manifestation. Je pense qu'effectivement, c'est une piste qui est intéressante, qui est d'autant plus intéressante que comme on est un certain nombre ici et ailleurs à l'avoir déploré depuis quelques minutes, il y a une très nette dégradation des libertés politiques de manière générale, puisque c'est liberté de manifestation, mais pour rebondir sur ce que disait Hélène Franco, c'est liberté de rassemblement, liberté de réunion, etc. Enfin, c'est toutes ces libertés-là qui sont très concrètement mises à l'épreuve et restreintes dans une mesure extrêmement importante au fil de ces états d'urgence, de cette dégradation de la culture des libertés, etc. Donc, afficher la liberté de manifestation qui, en effet, a un statut en droit positif qui reste fragile, disons, ou en tout cas qui n'a certainement pas cette noblesse constitutionnelle dans la Constitution, ça ne peut pas faire de mal. Stéphanie, est-ce que je peux Bien sûr. juste sur ce point, sur le mot de fragilité, et ce que vous dites amènerait à considérer que tout ce qui est notre édifice constitutionnel, jurisprudentiel, tiré des dispositions du préambule, c'est-à-dire en particulier de la Déclaration des droits de 1789, qui est aujourd'hui intégrée au préambule. Et par exemple, en l'occurrence, l'article 10, qui parle de la manifestation des opinions de toutes les manières possibles. Ce que vous venez de dire, ça voudrait dire que tout ce qui n'est pas dans le corps de la Constitution elle-même, c'est-à-dire en dehors du préambule, en dehors de la Déclaration des droits, et qui pourtant, depuis 58 et même avant, bon, puisque des choses existent depuis bien avant la Constitution de 58, les principes, ce que le constitutionnel appelle les principes fondamentaux de la République, etc., sont, ce que vous venez de dire, fragiles. Moi, ce n'est pas ma conception. Moi, je pense que, d'une certaine façon, c'est la partie peut-être la plus sédimentée, la plus cimentée d'une certaine façon de notre édifice constitutionnel, c'est tout ce qui résulte de ce travail qui a été fait depuis, par exemple, le droit d'association en 1970, à partir du préambule et naturellement de la déclaration des droits. Voilà, juste parce que j'ai été frappé par le mot fragile, oui. Pardon. Non, mais bien sûr. Non, mais je ne suis pas du tout en désaccord avec ce que vous dites. Ce n'est pas vraiment la question du principe. Effectivement, il y a l'article 10 de la Déclaration de 1789 et la jurisprudence constitutionnelle qui l'a renforcée, mais j'avais plutôt en tête, en fait, le décret de 1935 qui détermine, en fait, le régime concret d'organisation. Oui. Et en fait, c'est là que je voulais en venir. C'est-à-dire que, oui. Bien sûr, les principes, les renforcer et les réaffirmer, ce n'est jamais une mauvaise chose. Mais ce que je voulais dire, c'est finalement, est-ce que tous les problèmes dont on a parlé maintenant, toutes les limitations à la liberté de manifestation
qu'on a observé les uns et les autres se renforcer au fil des années, est-ce qu'il serait magiquement évanoui si on avait inscrit la liberté de manifestation dans la Constitution? Non, je ne suis pas tout à fait convaincue, parce que là encore, pour rebondir sur ce que j'ai dit, en commençant, ou ce à quoi faisait également référence Hélène Franco, quand on dit tout l'enjeu du débat sur la conquête et la protection des libertés, c'est que la liberté est le principe, c'est la restriction qui doit toujours être justifiée sur qui doit peser la charge de la preuve. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est précisément que on a ouvert la voie des restrictions de manière sur des standards beaucoup trop flous. C'est le projet de texte. C'est le projet de texte du printemps 2019 auquel je faisais allusion et qui aurait en fait passer notre régime de la liberté de manifester à l'autorisation de manifester en quelque sorte. Ça correspond à ce que vous venez de dire. Et basculement qui en l'occurrence a été en vigueur pendant quelques temps dans l'état d'urgence sanitaire, où on a eu un petit laps de temps où c'était la liberté non plus sur déclaration, mais sur autorisation. Et donc là-dessus, je voudrais juste peut-être dire deux choses que moi je trouve très frappantes dans la manière dont la liberté de manifester est affectée par ces standards très mous de restriction. C'est d'abord la généralisation de toute une série de pratiques, comme par exemple les périmètres de protection qui en fait ne sont pas des périmètres de protection, sont en fait des zones d'exclusion. Il y a des zones, des quartiers entiers à la faveur de sortes d'occasions qui aujourd'hui deviennent complètement inaccessibles, où la manifestation est interdite. Enfin, on inverse véritablement par les pratiques concrètes d'exercice de la police administrative notamment, on inverse complètement les principes. On définit des zones entières dans lesquelles la manifestation est interdite. Ça, je crois que c'est tout à fait frappant. Et ça va avec le fait, l'un d'entre vous parlait tout à l'heure de croissance de la logique de prévention, d'apparition d'un espèce de droit administratif répressif. Ce qui est très frappant, c'est qu'en fait, au-delà de la prévention, il y a même en fait des logiques de prédiction très importantes qui apparaissent justement dans ce droit administratif nouveau qu'on va voir, qu'on a vu peut-être naître dans la législation antiterroriste ou à la faveur de certaines évolutions de la législation antiterroriste, mais qu'on retrouve aujourd'hui dans les états d'urgence, dans les standards de maintien de l'ordre, puisque en réalité, il y a effectivement toutes sortes d'indices dont on accepte que la police les utilise pour simplement déterminer que telle personne, sans avoir rien commis, sans avoir eu un comportement, mais il y a des indices de nature à faire croire à l'autorité administrative qu'il y a un risque pour l'ordre et la sécurité. Donc, c'est vraiment, à mon avis, plus sur le régime que sur les principes qu'il faut vraiment travailler, même si, bien sûr, c'est pas… C'est les fameuses raisons de pensée de l'état d'urgence. De l'état d'urgence. Ouais. Hélène Franco, sur ce droit à manifester, est-ce que vous avez des éléments?